Une très cordiale bienvenue à cette soirée et je me réjouis vraiment de cette rencontre inattendue en un sens et au fond qui devait avoir lieu entre Valère Novarina et Isabelle Sprissa qui, malgré la grande différence d'âge, ont de façon très intéressante à mes yeux des parcours qui se rejoignent sur deux points. Tout d'abord, tous les deux ont commencé par écrire, ou en tout cas ont beaucoup écrit pour le théâtre, avant d'en venir à la poésie. Le théâtre, pour tous les deux, a été un laboratoire linguistique, un observatoire de la langue qui les a amenés vers la poésie. Et puis le deuxième grand point commun que je vois aujourd'hui ici, c'est qu'ils explorent l'inconnu. La langue est pour eux une façon d'explorer l'inconnu et de nous révéler en fait l'immense inconnu qui nous entoure, et nous allons voir qu'ils s'y prennent de façon peut-être divergente, convergente. C'est ça qui sera intéressant. Et pour juste vous mettre un petit peu dans l'ambiance, deux citations. Ce dont on ne peut parler, c'est cela qu'il faut dire. C'est une citation détournée de Wittgenstein que Valère Novarina utilise souvent. Donc, vous voyez déjà l'inconnu qui s'ouvre. Et puis, pour Isabelle Sprissa, la quatrième de couverture de son très beau livre Poème, Poème, d'accord, nous dit ceci: jamais je ne porte de contenu conscient, je ne suis pas un vase précieux, je suis celle qui fabrique le vase, et la description de ma table dans cette cuisine où j'écris ne forme pas une contrainte assez efficace pour faire surgir l'inconnu sur la page. Elle se remplit de ce que je pense, de ce que je sais penser. Ce côté droit, bien, etc. Ça, je ne vais pas lire tout parce que je crois que vous l'entendrez. Mais voilà, de nouveau, l'inconnu va surgir d'une façon que je vous laisse découvrir. Alors, comment la soirée va-t-elle se dérouler? Nous aurons d'abord un moment de lecture. Isabelle ouvrira les feux, si on peut dire, par une première lecture. Et puis après, Valère enchaînera. Et dans un troisième moment, nous engagerons un dialogue. Et vous serez aussi, évidemment, invité à vous associer à ce dialogue si ça vous intéresse. Voilà. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je cède la parole à Isabelle, qui est, je le dis quand même, l'auteur de ce premier livre, Poème, Poème 1, édité par ses soins, magnifiquement, aux éditions d'Isdil. Je vais lire à travers ce recueil en commençant par la musique. Transformation de la vie antérieure d'Oscar Pastior. D'après donc la vie antérieure d'Oscar Pastior, elle-même d'après Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Eure Italiener variiert Lavanoie, a verteile Auen, lavierte in o riveraine, laute arena Urteile, viele fiatuere arien, laue anti-reverie, Valerie in acte, eu anne eine aviaterule, aei latrine revue. À Vrennes, il a tirué, a valétraire, nu à relier revé, Eniètre val et tu alléant à revire, Véli truan rani à heureux à Ivel, Révérine a eu alu et trani, ire lavelu et veni, veran irtali. Eurita lienerva, retelava averte l'eraue e l'averte nerivera nelate. Arenate ile, leviatere, alae, attirere vale, rinarte, e une verule, e i lacri nerevu. A, e, ta, a, e, i, e, u, n, r, u, i, n, e, i, ur, v, i, e, i, u, a, i, r, i,
c'est l'or. Celle qui brille. Sei preservativi, tu es dans le pré serrant ta vie, trasparenti, nulle trace de tes parents, in poliuretano conservatoio, esclave de poliuréthane et crème lubrificante. Tu écrèmes la lumière qui perle à ton vagin à base di olio siliconico, sans icône mais fond des huiles, conservare al fresco. Tu préserves la fresque à la chute d'eau et à le riparo del sole, et tu lui redonnes le jour, produced by Zagami, pour y mener ta famille. Sei preservativi trasparenti in poliuretano conservatoio e crema lubrificante a base di olio siliconico, conservare al fresco, all'asciutto e al riparo del sole, produced by Zagami. Tu es dans le pré serrant ta vie, nulle trace de tes parents, esclaves de polyuréthane. Tu écrèmes la lumière qui perle à ton vagin sans icône, mais fond des huiles. Tu préserves la fresque à la chute d'eau et tu lui redonnes le jour pour y mener ta famille. Celle qui trille. Sexe préservative, sexe pressé hâtivement, transparente, en transe parentale, aus, désossé, polyuréthano mit réservoir, poli, tu agis avec réserve, und Gleitcreme auf Silikonölbasis. Tu guides l'écrémage à la grande base d'huiles artificielles, kühl, trocken, acculées, figées comme bois mort, und vor Sonnenlicht, présentées au léchage du feu, geschützt. Ils y sont tous fusillés, aufbewahren, et mis au placard. Sechs Präservative transparent, aus Polyurethan mit Reservoir und Gleitcreme auf Silikonölbasis, kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren. Sexe pressé hâtivement, en transe parentale, désossé. Poli, tu agis avec réserve, tu guides l'écrémage à la grande base d'huiles artificielles. Acculés, figés comme bois mort, présentés au léchage du feu, ils y sont tous fusillés et mis au placard. Baccalà alla ligure, baccel alla dure. Mettete il baccalà in una terrina, copritelo di latte, lasciandolo così per un paio di ore. Maltraitez la baccelle unilatéralement, dilatez-la pour un petit coperon, la glande de cosy étant relâchée par la douleur, apparaît une odeur de boyau. Poi sgocciolatelo, spelatelo, diliscatelo e tagliatelo a pezzi che passerete in un velo di farina. Sectionnez ensuite ses gauchioles et soulevez la peau, désemboîtez-la avec soin et serrez sa taille avec un voile fin, sans arrêter, jusqu'au pet. Mondate e tritate carota, cipolla, sedano, prezzemolo, buttate il trito in una pentola con 3 cucchiai di olio e fatelo appassire a fiamma bassa. Montez et traitez la carotte à 6 pôles. Si tout va bien, pressez-la mollement, boutez l'instrument dans les 3 coquilles bien huilées de la pentelante et faites-le grossir en basse femme. Sans attendre, passez le nez dans la frulle à odeur de coperon, de lait d'anchois, de pines entrées en coquilles divines. Allongez la baquelle, le nez ouvert, et laissez-la exhaler ses odeurs. Intanto passate nel frullatore i capperi, le asciughe, i pinoli e 3 cucchiai di vino, adagiate il baccalà nel recipiente e lasciatelo dorare. Unite il composto, il soffritto, ai pomodori frullati e cuocere a lungo. Unissant pourriture et souffrance aux peaux mordorées de la frulle dilatée, l'écho de la chair reste longtemps.
continue dans la cuisine. Frambication. Pour 2 hectrages de blé fru, inspermiser le blé mi dus gentilonde et mi clamitude, sans tric-troc stressiré. Puis le mâtre au dorlodo en belle chaudinette de temporel ou roux. Et, Streptococcus cremoris, est-ce là que le blé fut bord de son délaissage? Ah là, faut le pressuriner mis une pressurine hors de lumine, belle blonbonnée la pressurine et le blé déné, ternelle mi clamitude. Le siestelé est la jourée, sans tric-troc, en belle chaudinette. Et est-ce là que dénaît la décaille? Une moquette blanquetonne et, espare, un pisse acquis de blanc doré. Si la moquette blanquetonne amachée est bel miam, titré blancage. Ma peut aussi suivre la frambication. Ah là, faut dégoutiller la décaille. La mâtre en moulette troutillée, douce que le pisse acquis des blancs dorés dégoutis, assis et la jourée. Puis, à belle danselance, faut tétaculer les moulettes, les salaisonner gros, et les siesteler et la jourée de neuf. Là, tétaculer les moulettes hors sol et salaisonner petit. Si là la moulette amachée est sa si belle miam, titré frumage. Ma peut assis suivre la frambication. Puis ce tétaculage hors sol mâtre les frumages en chaudifrude et non en chaudinède. Et en julivolage bel arrêt. Les siestelés bis jourés ou ronds, puis les amachés. Ce lit est miam à belle plus, et vrinci titré fromage sec. Toujours dans la cuisine. Je vous lis un long poème en 4 morceaux qui sont eux-mêmes dérivés les uns des autres, traduits, condensés, réduits, qui s'appelle Description de cuisine. Description de cuisine. La cuisine est le lieu où j'écris. J'écris sur une table en bois, poussée contre le mur. Quand j'écris, je fais face au mur. Un mur de cuisine revêtu de catelles blanches à hauteur d'épaule. J'écris dans cette cuisine-là, qui est une sorte de long couloir. Je tourne le dos aux épices, aux réserves, au frigo, à la cuisinière à gaz, à l'évier, et je fais face au mur. C'est là que j'ai écrit mon premier texte poétique sur cette table, face à ce mur, dans cette cuisine. Ce soir, je me mets à écrire avec le projet de décrire cette cuisine. La cuisine est un bon lieu pour écrire. Je devrais y installer définitivement mon bureau. Mais l'ennui de la cuisine, c'est que s'y trouve ce qu'on mange. Comme écrire produit une angoisse, écrire dans la cuisine me pousse à manger, manger pour faire face, manger au lieu d'écrire surtout, car arrive toujours un moment où j'ai trop mangé et où il n'est plus temps d'écrire. Je quitte alors la cuisine pour rejoindre le lit et, pour oublier l'écriture qui n'a pas eu lieu et la nourriture qui m'écœure, je me fais jouir, jouir pour dormir, dormir assez pour se réveiller prête à écrire. Une sorte de domino d'enchaînement utilitaire des actions où chacune vaut pour ce qu'elle permettra de faire. Pour cette raison de l'enchaînement, je réfléchis depuis peu à mettre cette grande table de bois dans ma chambre, qui est vide outre mon lit. Face à la fenêtre ou face au mur ou dos à la fenêtre, mais face au lit, tentation de jouissance et paresse. Il est possible que cette description de cuisine se transforme en description de chambre, demain, dans 3 jours ou pas, ce qui ne garantit pas que la description de cuisine en reste une, ni description ni de cuisine. Cette table de bois où j'écris est encombrée, diversement suivant les jours. C'est là que je mange et souvent j'ai fait l'amour sur cette table de cuisine. Toutes ces activités qui consistent à mettre des choses diverses dans mon corps sont propices à l'écriture qui fait sortir quelque chose de moi sur cette même table de bois.
Je n'ai jamais joui sur cette table, mais j'ai maintes fois été surexcitée par ce que j'y ai écrit. À gauche, une pile modeste ce soir. Tout en bas, les poèmes d'Emily Dickinson, traduits. Des choses compactes, pleines de majuscules, de signes d'exclamation, de fulgurances abstraites, des conjonctions de mots qui génèrent des réalités inédites auxquelles le plus souvent je ne saisis rien. Les majuscules m'impressionnent. Par-dessus le livre, un brouillon d'une chose encore informe. Animal je suis. La page imprimée est tout ce qui reste de l'ébauche mal dégrossie, car le fichier a été détruit. Vient ensuite un cahier gris acheté en Italie et au sommet le gros volume blanc de Giotta où il raconte la langue française. Sur la couverture son effigie, un dessin de Léo Cher à l'encre noire. Giotta n'a pas l'air commode, Pierre se la joue, frère romantique, ténébreux, maudit poète, banni, souffrant, sérieux. Ça c'est pour le costume et les présentations, histoire de distancer la foule. Mais dans le livre, douceur et subtilité, un homme fort sympathique, magnifiquement enthousiaste. Tout est beau pour Giotta, les musées, les châteaux, les livres, les langues. Après la pile, encore des carnets, des feuillets vierges, un stylo, une liste de choses à faire et on a traversé la table. Vient maintenant la partie droite, toujours plus peuplée, la bougie qui brûle. Derrière la flamme collée au mur, une image de Giotto. Les apôtres y reçoivent les langues du Saint-Esprit. Ils sont tous étonnamment calmes pour un événement aussi déterminant. L'unité de la table fait-elle la cohérence du livre? La question est celle du contenu. Ce qu'on dit est-il déterminant par rapport à la manière dont on le dit? Sans cesse, je suis tentée par la cohérence de la table, et chaque fois la table s'épuise, m'ennuie, fût-elle chargée de piles et de piles de carnets, de bougies, de souvenirs. Je suis admirative de ceux qui savent faire remonter leur intériorité sur le papier. Mais quand je m'y essaie, c'est une déception, et ce constat que ce que j'ai à dire définitivement ne tient pas au peuplement de la table. Jamais je ne porte de contenu. Conscient, je ne suis pas. Un vase précieux, je suis, celle qui fabrique le vase. Et la description de ma table dans cette cuisine où j'écris ne forme pas une contrainte assez efficace pour faire surgir l'inconnu sur la page. Elle se remplit de ce que je pense, de ce que je sais penser, ce côté droit, bien que ce soit le côté le plus encombré. J'ai perdu le désir de le dire. Il ne reste plus qu'à le traduire. Traduction de description de cuisine. La cuisine est le lieu où j'écris. Le cuir s'use au lieu où je jouis. J'écris sur une table en bois, éboulée sur l'établi au fond des bois, poussée contre le mur, acculée à l'incontrôle pur. Quand j'écris, je fais face au mur. Si je jouis, j'efface l'amour. Un mur de cuisine revêtu de catelle, amour des cuisses en vêtements de cotelle, blanches à hauteur d'épaule, aux hanches soulevées guiboles. J'écris dans cette cuisine-là, je crie dansotte puis cible-là, qui est une sorte de long couloir, quille, dans une espèce d'immense tunnel noir. Je tourne le dos aux épices, où fuit la pisse, aux réserves au frigo, à les eaux préservées, le gel, la cuisinière à gaz, à l'évier, le feu et l'égout, et je fais face au mur. J'ouvre les yeux au sombre. C'est là que j'ai écrit mon premier, Sigie, ma première jouissance, texte poétique sur cette table, sexe magnifique à l'établi, face à ce mur dans cette cuisine, effacé son mur dans mes cuisses. Ce soir, je me mets à écrire avec. Dans la nuit, la jouissance commence, unie, le projet de décrire cette cuisine, au désir de ne jamais finir. La cuisine est un bon lieu pour les couilles à cygne, l'épais moyeux au four, écrire.
Je devrais y installer, et trille de vraie haine stalle, définitivement mon bureau. Des filles nattent vite les barreaux, mais l'ennui de la cuisine, c'est que, bel an, la nuit couine, saigne sec, s'y trouve ce qu'on mange. Mes trous éventent dès qu'en nage, comme écrire produit une angoisse, avec désir de pondre une langue toise. Écrire dans la cuisine me pousse à manger. Désir recuit, cinéma trousse à danger, manger pour faire face, manger au lieu, danger du miroir, danger d'agglutineux, d'écrire surtout, car arrive toujours, désir tout rivé au trou noir, un moment où j'ai trop mangé et où le mot dément ravale tout, il n'est plus temps d'écrire. Je n'ai plutôt que cru. Je quitte alors la cuisine pour rejoindre des douaniers à l'orée de la cuisse trouée qui chuintent le lit, et pour oublier l'écriture, il délie, débourre, prie, laine, griffure, qui n'a pas eu lieu, et la nourriture sans bout ni repas, qui m'écœure, je me fais jouir, sans organe qui fait écrire, jouir pour dormir, dormir assez, tari, pourri, flétri, cassé, pour se réveiller prête à écrire, morceau de l'œil, à point de jouir. Une sorte de domino d'enchaînement, ronde magistrale d'enchaîner les amants, utilitaire des actions où chacune, véhicule désaxé, je, encule, vaut pour ce qu'elle permettra de faire, la bête qui peut tout. Pour cette raison de l'enchaînement, je, déchiéné au cou, réfléchis depuis peu à mettre cette grande miroir du puits où s'est enfilée table de bois dans ma chambre, l'établi du trou noir, qui est vide outre mon lit. Écho rempli de vie, face à la fenêtre ou face aux yeux, à l'orée ou déplacé, mur au dos ou à la fenêtre, mais aveugle, détourne les yeux, face au lit, tentation de jouissance, déliée, image de et paresse, essence molle. Il est possible que cette description, ciblée à l'entrée de cuisine, se transforme en des cuisses qui saignent dedans, description de chambre, de main, dans masquant le trou d'amant, 3 jours ou pas, ce qui ne garantit étroit détour sans but, pas que la description de cuisine, qui que vêle du puits lisse, en reste une, ni description, ni sur la touche, sans voir le sang de cuisine, cuir signé. Cette table de bois où j'écris est, ici est établi le fond du bois où je jouis, encombré, rempli. Traduction de cuisine. Le cuir s'use au lieu où je jouis, éboulé sur l'établi au fond des bois, acculé à l'incontrôle pur, si je jouis, j'efface l'amour, amour des cuisses, sans vêtements de cotelle aux hanches. Soulevé guibole, je crie, dansote, puis cible la quille, dans une espèce d'immense tunnel noir, où fuit la pisse, les eaux préservées, le gel, le feu et l'égout, j'ouvre les yeux au sombre. Si gît ma première jouissance, sexe magnifique à l'établi, effacé saumure dans mes cuisses. Dans la nuit, la jouissance commence unie au désir de ne jamais finir. Les couilles assignent l'épais moyeux au four, écrit de vraie haine stalle, des filles nattent vite les barreaux, bêlant la nuit couine, saigne sec, mes trous éventent dès qu'en nage, avec désir de pondre une langue toise, désir recuit, cinéma, trousse à danger, danger du miroir, danger d'agglutineux désir, tout rivé au trou noir, où le mot dément ravale tout. Je n'ai plutôt que cru. Dédouané à l'orée de la cuisse trouée qui chuinte, il délie, débourre, prie, laine, griffure, sans bout ni repas, sans organe qui fait écrire, tari, pourri, flétri, cassé, morceau de l'œil à point de jouir. Ronde magistrale d'enchaînés amants, véhicule désaxé, je encule la bête qui peut tout, déchiénée au cou, miroir du puits où s'est enfilé l'établi du trou sombre, écho rempli de vie. Yeux à l'orée ou déplacés, aveugles, détournés yeux, déliés, image d'eux, essence molle, ciblée à l'entrée des cuisses qui saignent dedans, masquant le trou d'amant, étroit détour sans but, qui que vêle du puits lisse sur la touche, sans voile, sans cuir signé. Ici est établi le fond du bois où je jouis, rempli.
Réduction de traduction de cuisine. Les hommes de l'usine d'extraction passent en revue les parties de leur corps non protégées par la combinaison. Le derme est rougi, glisse à l'air libre, frémit, s'en va par papilles. Dans le sas de décontamination, certains laissent échapper l'âcre liquide brouillé qui brûle les cuisses, arrache les cris. La peau se ligne de sombre comme si teinte, les poils frisent. Mais le gouffre doit être exploité. Tous sont surveillés, stricts, par mouchards implantés en profondeur sous-testiculaire. L'opération laisse une cavité lisse. L'appareil y prend ses quartiers, second cerveau auquel on ne peut échapper. La lecture de Valère Novarina, je vous signale ce livre qui vient de sortir, L'origine du langage, c'est la main, des entretiens en dialogue en fait avec Marion Chémétier-Alef, grande connaisseuse de Valère Novarina. Et ce livre comporte aussi des éléments d'une anthologie, en fait, des textes choisis qui proposent aussi à travers des photographies un parcours vraiment à travers tout le travail de Valère Novarina. Donc c'est un livre important pour ceux qui connaissent déjà les livres, les essais ou les textes pour la scène de Novarina. Un livre qui accompagne vraiment notre connaissance de cet écrivain. Et puis un petit livre paru chez Zoé, pour ceux qui veulent quelque chose de plus léger, Une langue inconnue. Un autre livre paru aussi à Genève, La Loterie Pierrot, aux éditions Hérolimite. Donc, dans La Loterie Pierrot, l'ancrage, si je puis dire, chablaisien de Valère Novarina apparaît à travers le texte et à travers les photos de nouveau, d'une façon que je trouve très profonde et très émouvante aussi. Mais à part ça, la plupart des livres de Valère Novarina paraissent aux éditions Paul. Donc vous les connaissez sans doute. Et je pense que le prochain livre, dont tu vas lire un extrait, paraîtra aussi chez cet éditeur. Non, je ne vais pas lire un extrait du prochain livre. D'accord. C'était à Neuchâtel. C'était à Neuchâtel, d'accord. J'étais restée à Neuchâtel. Alors on va voir. Entre sosies. Notre crâne qui est en nous comme une pierre au milieu de la pensée. Notre bouche qui est en nous comme un trou au milieu de la figure. Notre chair qui est en nous comme une pensée par quelqu'un d'autre. Notre œil qui est en nous comme la lampe du corps. Notre corps qui est en nous comme la tête des membres. Et vous, surtout, notre pied qui est sagement dans nos chaussures, et vous, surtout, toutes nos minutes qui sonnent des heures, restez. Notre être qui êtes en rien, répandissez-vous au-dessus de là-bas, au centre du sur-delà, du par-delà, plus loin que le loin et au-delà de tout ce qui a dépassé le trou par le sommet du trou duquel, par-dessus duquel, au-dessous de par celui-ci, duquel, au-delà, de par-delà, celui-ci, duquel, plus loin que par-dessus, le par-deçà de tout, et le partout ici. Et ici, au-delà du et au-delà du par-delà ici. Prière ainsi fut faite. Prière ainsi fut vite faite. Lorsque mon père était petit, il n'avait pas son pareil pour faire la même chose.
Ma mère idem, lui répondait mêmement, et vous de même au moindre éternuement, et ainsi de suite, chaque jour usant son hier, pour essayer en vain de s'en faire un lendemain. On allait le dimanche chez les choses, les contempler et leur apprendre en douce à renoncer à jouer la partie. Des écriteaux nous disaient du bien de tout, et des cimetières nous enterraient à temps. Aveugle en face de la présence qui voit, absent en face de la nuit qui m'entend, je parlais aux objets sans parole et tournais mon dos aux choses qui sont. Mes mots sont non en air, ni en chair, ni en son qui s'entendent, mais en je leur jette ma tête à l'envers. Au secours, gens du silence, délivrez-moi des mots dont je parle. Matière du monde me mange la tête. Matière du monde est en danger. Il sort. Entre le chantre 1 et 2. Le chantre 1. À l'ombre d'un micocoulier, Jean Taupin est assis et réfléchit. Sous un figuier, l'enfant de Néré reçoit les premières gouttes de la pluie. Sous un ormeau, l'acteur du monomonde respire l'air. Sous un bosquet de bouleaux, Daniel Butet examine une branche de saule. Sous un hêtre, l'enfant scapulaire ne parvient pas à se rappeler le nom de la rivière qui traverse Bautier. Sous un platane, Louis de Viande Vide cherche à se souvenir d'une chanson. Sous un amandier, André de Ramble compare d'une pensée la Loire et le Danube. Sous un cerisier, Bruno Sermonne apprend le rôle de Clodoacre dans la chair de l'homme. Sous le même mûrier que l'homme de Vauverdal, mais quelques semaines plus tard, François Campin compare sa pensée au bateau, le Danube, sur le fleuve Danube. Sous un mûrier, l'homme de Vauverdal, quelques semaines plus tôt, s'éloigne de nous. Sous un tremble, Clodoacre a faim. Sous un marronnier, Filoté trempe l'extrémité de sa main gauche dans l'eau de la semois. Sous un chêne, Amintas écoute les clochettes. Sous un fayard, l'enfant aux chiffres perd le sens du temps. Sous un citronnier, le cycliste de Zux compare deux grillons. Sous un noyer, les trois enfants du ténor Kaboul s'abritent imprudemment du soleil. Jean Quicorde surgit. Jean Quicorde. Dois-je me pendre ou pas? Conseillez-moi, vous les deux philosophes, dois-je me pendre ou pas? Le chant. Le monde doit être organisé dans le sens d'une victoire du bon sens. C'est pourquoi tout le monde doit être remis immédiatement dans le sens d'une phrase parlante. Philosophe du 1, dois-je me pendre? Tout dépend dans quel but. Me pendrai-je, philosophe 2, te pendrai-je? Mon frère adversaire vient de vous dire que finalement, ça dépend si tu t'es pendu dans un but ou dans un autre but que ce but-là. Allez voir le philosophe du oui, allez voir le philosophe du non, et entassez leurs issues. Si vous obtenez un oui-non, estimez-vous prochainement digne d'agir. Si vous obtenez un non et un oui réunis de façon sensiblement séparée, estimez-vous avoir bien réagi. Si vous obtenez ni un oui ni un non, fuyez ces deux philosophes comme si vous ne leur aviez pas encore posé la question, sinon estimez-vous déjà satisfait. Dois-je me pendre? Si vous voulez pendre vous, vous n'avez qu'à le faire avec vous. L'homme doit-il davantage se précipiter de son corps ou de sa pensée?
L'homme doit éviter de se déplacer comme le chien bien élevé a été abstenu d'aboyer. Dans la nuit de l'homme doit-il se garder de se réfléchir lui-même? Même immobilisé, l'homme doit s'abstenir de faire l'homme. En quelque façon que je la trouve, en quelque façon que je la retourne en moi, je trouve sur vous la question de la mort mal posée. Jean Picard. Le monde ne peut pas me contenir, parce que je suis moi-même un monde. Le monde ne peut pas vous contenir, et cependant il vous contient. Le théâtre ne peut pas me contenir, parce que je suis moi-même en planche. Il sort, bruit de bois. Je chante. Sous un charme, les enfants canoniques voient la brume monter. Sous un autre, Gentilcorde revient. Je ne trouve plus rien qui m'aille. Auriez-vous un cercueil à ma taille? Ai-je demandé au garçon vert du funérail salutaire? Expliquez-vous, jeune homme, redemanda l'animal. Je crois que rien n'est possible. L'amour se trompe de cible, répondis-je m'endormant dans mon bon cœur tout blanc. Je m'appelle Jean Rien qui vaille, j'habite au pont de la Caille, la vie m'a pris en tenaille, la mort est réversible, je me tais en langue audible. Écoute, garçon qui passe, apprends bien ce refrain, avant que tu trépasses, donne ta carcasse pour rien. J'ai vécu pour me vendre, j'ai d'être, j'entre en poussant ma porte-fenêtre. On l'expulse à coups de bâton. Je chante. Sous un charme, les enfants canoniques voient la brume monter. Sous un aude, l'instituteur Jean-Baptiste Folliet pense au mot encre. Sous un if, Claude et Claude réfléchissent. Sous un mélèze, l'enfant de vivace, devenu vieux, mange une cerise. Sous un châtaignier, un jeune ouvrier du corps aperçoit un serpent. Sous un orme, Paul Beau ne sait pas quoi faire de son après-midi. Sous un efflier, l'enfant du gifre cherche à définir la couleur bleue. Sous un noyer, le personnage en huissac compose une pastorale solitaire. Sous un lilas, Nicolas Bulbe parle tout seul. Sous un cornouiller, l'enfant en chute libre écrit à sa mère. Sous un cèdre, le joueur de Pourim écoute jacasser les grives. Sous un buis, l'enfant plausible rêve tout haut. Sous un épicéa, l'oboastre ne voit pas que la lumière change. Sous un laurier, l'enfant larmier et sa sœur défont leurs chaussures. Sous un abricotier, l'homme à la triple base respire maintenant paisiblement. Sous un pêcher, l'enfant hilarant s'abrite vite. Sous un peuplier, le jeune panude tremble de froid. Sous un poirier, Jean qui corde et Daniel Sylvestre apprécient l'automne. Ils sortent entre les antipersones. Antipersonne 1. Qu'est-ce que la prière? Antipersonne 2. La prière est une place marquée en chacun de nous. Oh. En toi, en moi, en eux, en chaque animal, il y a quelque chose qui reste à la place de la prière, en attente, car ici-bas, dans l'animal, la prière attend. Un vide est au milieu du langage, hors du corps et au milieu de nous. Il y a toujours, en toute chose, au centre, le creux de cette place muette, la prière. Le lieu en chacun de nous, en tout lieu, et ici, d'une détresse sans sujet et d'une joie sans raison. Priez maintenant. Je ne peux pas. Vous devez le faire.
devant le sang. De toutes nos activités mentales, la prière est la seule qui comprend la mort. C'est un arrêt de la parole lié à la vue du sang. C'est dans notre pensée l'offrande de la pensée, sa destruction et son oui. Le oui d'une pensée immobile en nous comprend la mort. Oui. La prière est la plus violente de nos activités mentales puisqu'elle comprend le sang qu'il y a dans la parole. Il sort. Je bois un verre d'eau. Entre le vieillard carnatif. L'hiver revenait me tirer de ma stupeur alpestre et m'empêchait de rejouer toute la journée à Juge Croquet, à Chapeau prisonnier et à Hiver revient l'été, à Jean Bernard, à la Coulmelle, au Cherche-Lampion, à la Vardasse, à Sortaniche, à Calibu, et de regarder des semaines entières l'ensemble béni des choses que Dieu avait disposées autour de moi. 1. Cette table. 2. Ce mur. 3. Ma chambre. 4. La maison sortant du toit. 5. La terre sous les pieds. 6. Ciel. 7. Lune pour me veiller. 8. Soleil pour m'éclairer. 9. L'ensemble mêlé en 8 des chiffres de nébuleuses et stellarions. 10. Le mystère de l'espace là. 11. Le temps 1. Lendemain de cette grande faillite, j'avais rien chaque matin dans la glace que ma face au milieu du miroir de ma figure. Je ne voyais aucune lumière, même dans le fond de ma poussière quand je nous considérais. Sortant des Alpes, à station 6, à borne 27, à bidon 3, station Pablo Neruda, tout d'un coup, bref, aux gens du compartiment, j'ai crié « Gens du compartiment, sortez de ma compagnie immédiatement, enfants de la lumière des hommes !» Et ils me répondirent en me lançant des regards absents. Alors j'ai compris que la mort était l'erreur de ma vie. Et aux yeux de ces gens-ci, et devant ces gens où j'ai été cadavre ici et là, j'ai dit à mon cadavre, « Michel, venez jeter Jean, c'est vous qui êtes le cadavre d'ici. » Je partirai de mon cadavre à l'heure dite. Car nous ne voyons la lumière de Dieu que grâce à la poussière des choses du monde quand elles viennent vers nous. Pourquoi celle-ci plutôt que celle-là? Et pourquoi ces gens sont-ils morts maintenant? J'allais alors, avec ma tête tout en cendres, et je jetais mes cendres à la tête des animaux sur des publics, dans des parkings globaux, dans des centres de loisirs commerciaux, dans des surfaces de livry-les-plâtres, de Gargan. J'allais jeter mes restes de cendres sur des bretelles d'autoroute de U et les disséminer dans des nationales bordées, dans des Y, en ville de B, en ville de A, à Parthéno, à La Roche-sur-Ito. Puis, je me décidais enfin d'aller baptiser chez les hommes et leur annoncer qu'il leur tomberait un jour des murs dessus, et les nommer rois de surdité, car personne n'écoutait la chanson des pierres que je leur jetais à l'époque. Je vis alors les corps humains sortir vivants d'où ils étaient tombés, hors des passages cloutés, en hôpitaux blancs et en lambeaux serrés sous des voitures qui suivent en terre, en mer et en air. Je voyais les morts ressuscités en vrai et en ossements blanchis, qui revivent partout, qui sortent des trous. Vois dit, tu es Jean, sans qu'aucune résurrection puisse sortir de toi, seulement tu attends.
Il fit un cercle. J'en sortis et je fis bien. Alors elle demanda à l'enfant suivant à titre questionnatif. Exprimez-vous avec des idées non parlées à titre informatif et dansez-nous la liste des questions non posées par les mots. Alors il dit à sa femme, à titre d'ossement, vous n'êtes que le jouet du vent. Lequel vent ouragan me redit sur le champ, remettez-vous immédiatement à faire semblant d'être en homme. Alors je m'en abstins et je suis bien. J'étais cloueur de stop. Ma vie se passait à cloudre. Installer des stops sur des passages de route pour que nos piétons traversassent. Activité qui avait contraint. Puis le temps m'est apparu et m'a fui. Puis je me suis aperçu que c'était moi qui étais ici. Je ne clouais que des stops, stop sur stop. Livrant passage à des camions automobiles, livrant camions poubelles, tout ceci le matin tôt, à Rangy, à 8, à Action-les-Plâtres. Elles bondiraient à moteur rugissant si fort que je les entendrais s'ils étaient encore là. Puis, elles s'arrêteraient soudain de cesser de bondir. C'est alors qu'on m'a demandé de déremplacer un feu rouge par un vert en m'habillant moi-même de ce costume orange-marron. Mais le feu vert verdit et toutes les autos partirent. Il n'y avait plus de sécurité. Il n'y avait donc plus personne à traverser ici-bas. Alors, la suite m'écrasa et je mourus cada tout le long du jour épatant. J'ai donc été écrasé pour rien ici. L'emplacement, vous verrez à la fin, cette croix. Un restaurant Morel a été ici édifié, puis une chaîne Hurlodine, puis Mikamax. Elle s'est élevée maintenant à l'heure de notre chute. Parmi l'humanité où on me disait d'aller, je voulais cesser de courir. Parmi l'inhumanité qui mange rien que des cailloux, si c'est pas du pain en guise de rien. La vie est déserte. Elle est morte pour les morts. À la fin, on devient des animaux. Comment peux-tu parler si tu es mort? Redige à mon cadavre, alors que mon corps est là, seul, qui vit dans cette amertume. Alors je répétais à mon corps de faire le mort et il se tue. Alors, pour le jouet cadavre, je le rompis et je le partagea. Alors je repentis mon corps devant toutes ces bouches pour qu'elles fassent les mortes avec et qu'elles se tuent avec ou qu'elles en sortent. J'envisageais de passer la suite de ma vie à travailler cuisine dans un petit restaurant interrogatif mais tranquille. Je n'avais même plus la tête à être, ni même une voix qui me creuse en un chien, ni même encore assez d'oreilles et de vanité pour m'écouter pisser sur des feuilles. Alors, une voix creuse ma voix, ni même la voix qui creuse ma voix, ni même mon cadavre qui fléchit. Ainsi entendis-je ma voix comme celle de celui qui mentait, ou comme une personne qui creuserait à l'intérieur de moi, ou comme une personne qui creuserait encore et jusqu'à la mort à l'intérieur du corps d'un bonimenteur. Je cessai donc de clouer, pourfendre et entasser mes branches cassées. À l'intérieur d'un bonhomme, il y a un bonhomme. J'avais eu 2 enfants, dont l'un des 2 est encore à l'heure actuelle présent à Manosque et représentant 20. L'autre est un être complètement, entièrement construit en souffrance. Et c'est ainsi que mon fils souffrit, de même que moi-même quand j'avais eu son âge. Le 3e était un être complètement policé et urbain et étranger à nous 3. Mais son frère de souffrance est une créature de la pure souffrance. Quand j'aurai quitté ce solennel plafond, couvrant cette scène si solennelle, vous direz à tous que je n'étais qu'un vivant ici, que vous avez aperçu,
Et vous aurez sans doute raison. Voici 1000 ans. Voici une minute de vie. Voulez-vous prendre ceci? Ce sont des choses pour la vie. Des particules de monticules que je vous cède pour pas cher. Prenez, c'est pas rien. Une chose m'a frappée en entendant les deux lectures, je le dis très spontanément parce que ça m'a vraiment sauté aux yeux. Quand Isabelle lit, on a l'impression que l'inconnu se cache dans le pli. Et quand Valère lit, on a l'impression au contraire que l'inconnu est devant lui et que les mots vont à la rencontre de l'inconnu en fait. Et je sais pas, est-ce que vous suivez cette observation physique quoi, de votre façon de lire? Dans l'entre-deux, disons, je trouve que ce qui se passe, l'essentiel, c'est dans l'entre-deux. Chez Isabelle. Entre une langue et sa traduction, entre une variation et l'autre. Ce recueil, ouais, ça jaillit du pli. De ce qui est sombre, de ce qui est caché. La partie du livre qu'on ne voit pas. Oui, oui. Et chez Valère, ce mouvement vers l'avant, il est un mouvement d'exploration. Écoute, je ne sais pas que te dire là, mais... Alors c'est maintenant mon interprétation. Oui, attends, je bois mon verre d'eau. D'accord. C'est que ce texte magnifique qu'on a entendu... C'est-à-dire, non, pour reprendre ce que tu disais, parce que tout à l'heure, tu as cité le renversement de la phrase de Wittgenstein, que je suis très fier d'avoir renversé, ce dont on ne peut parler, muss man schweigen, je ne sais pas quoi, il faut le taire, ce dont on ne peut parler, c'est cela qu'il faut dire. Et il y a un écho d'une phrase extraordinaire, j'espère que je ne vais pas l'estropier, de Joseph de Maistre, dont on a parlé hier aussi, qui est les hommes parlent rarement à eux-mêmes et jamais aux autres, c'est ça qui est vrai, rarement à eux-mêmes et jamais aux autres, des choses qui n'ont point reçu de nom. C'est tout à fait extraordinaire. Rarement à eux-mêmes et jamais aux autres des choses qui n'ont point reçu de nom. Donc le visible, l'invisible, le langage, qu'est-ce que, je sais pas quoi, enfin voilà, il y a des tas de choses autour desquelles on peut tourner. Oui, oui. Et ces choses-là sont aussi au cœur de ta recherche, ces choses qu'on ne peut pas dire, ou bien qu'est-ce qui serait le noyau en fait, à partir de quoi tu pars? C'est ces textes en langue étrangère, ces recettes de cuisine, ces adresses, ces textes, je dirais presque d'usage courant que tu traduis à ta façon? Il n'y a pas de recherche, il y a une chose que je fais, puis a posteriori, je vois que c'est allé quelque part. Mais il n'y a pas de projet de recherche, il n'y a pas de but. Il y a une chose que je fais, puis que je fais un peu. J'en fais une, puis j'en fais deux, puis j'en fais trois, puis il y en a une quatrième qui arrive, et puis peut-être il y a un contre, ou je sais pas, ça avance un peu. Puis tout à coup ça s'arrête, puis voilà, je le déplore, je m'inquiète, puis ça recommence, je sais pas. Mais il n'y a pas de but, il n'y a pas de recherche. Il y a des choses que je trouve ou que je trouve pas. Puis à la fin, par exemple, dans ce livre, je m'aperçois que ça fait une période, que ça fait... c'est fini pour moi ça.
Ce qui se passe dans ce livre, c'est fini Ouais, en fait. c'est fini. Peut-être c'est pour ça qu'après on peut en faire un livre, je sais pas très bien en fait non plus. La fabrication du livre, c'était aussi une chose un peu mystérieuse de mettre. C'est au moment où j'ai fait le livre où je me suis dit, ah ben oui, il y a des choses qui ont été faites. 1, 2, 3, 4. Donc c'est très empirique comme façon de travailler, à partir de matériaux qui t'arrivent dans les mains. Ouais. Ben, c'est des matériaux linguistiques, si on veut, que tu utilises, disons en allemand, en italien, même en français, que tu modèles après. Et selon quels critères tu les choisis? Je sais pas. Mais il y a un état, je pense qu'il y a une période justement où il y a des choses qui se passent, puis alors tout est bon à ce travail-là. Je crois que ce livre, on voit aussi ça. Ça vient de partout. Oui. Et puis tout est transformé selon certains modes qui sont les modes du moment, ouais, de ce qu'il y a à faire à cette période-là. Tu parlais de musique. Est-ce que ça, c'est une volonté de composer en fait des sons? Tu continuerais cette image de la musique pour parler de ton travail? Mais de nouveau, il n'y a pas de volonté de musique. Il n'y a pas de volonté de ça vient. Parce que je lis Pastior et parce que tout à coup il y a un bout de poème qui m'intéresse, puis je le renverse en miroir, alors du coup ça fait éclater le sens, et puis j'essaie de recomposer autre chose, puis à la fin je m'aperçois que cette chose elle chante, elle fait pas, c'est pas du discours. C'est ça qui est important, je crois. On sort complètement du discours, justement. Mais pas partout. Et puis dans l'histoire de la cuisine, par exemple, on commence par un discours quand même, par un récit qui a l'air d'être un récit. Une description. Une description, bon. Les choses se dérèglent. Comment est-ce que tu décrirais ce qui se passe après? Non, les choses deviennent intéressantes après. D'abord, on s'ennuie. Parce que le langage est fait pour dire ce qu'on voit, là, ça décrit du réel. C'est ennuyeux, ça, je trouve c'est ennuyeux, moi. À partir du moment où ça ne sert plus à décrire ce qu'on croit être le réel, ça devient plus intéressant. Et on ne sait pas ce que ça donne. C'est marrant, ce texte, je l'ai écrit... c'est une anecdote, mais chaque fois j'y pense parce que c'était un moment d'une sorte de revanche. On m'avait piqué l'ordi. Du coup, je l'ai écrit dans des cahiers. Et je pense que j'avais besoin, je sais pas, il y avait une sorte de... J'avais besoin de décoller, ou je sais pas, il y avait quelque chose comme ça. Ça a été écrit très vite. J'avais besoin de quitter cette cuisine, je sais pas. Donc de nouveau, c'est dans le passage qu'il se passe quelque chose, je trouve. On quitte un terrain un peu connu, disons reconnaissable, pour quelque chose de tout à fait nouveau, qui nous entraîne dans toute autre piste. Un côté souvent grivois, érotique, comment est-ce que vous diriez? Ces traductions qui nous emmènent... Ça faisait partie de cette expérience. C'est un livre qui est en fait sur la relation, je crois, à le voir a posteriori. Donc aussi sur la relation sexuelle, entre autres. Ouais, il y a eu ça très fort à ce moment-là. Le lien je sais pas, peut-être du son avec le corps. Le fait de redescendre en soi dans des zones obscures où ça jouit, où ça résonne aussi. C'était lié, ouais. Valère, vous avez entendu un frisson, pour reprendre le titre de notre soirée. Moi, j'ai beaucoup aimé que Isabelle parle du mot faire, quand même aussi. C'est aussi beau parce que malheureusement, je sais pas le grec, mais grosso modo,
Poienne, c'est faire, non? La poésie, c'est l'acte. Si le mot poésie, c'est faire, ça va, il ne m'énerve pas. Sinon, il m'énerve parfois. Mais donc, cette idée de faire, parce que hier, on s'est vu à Neuchâtel, on parlait de choses un peu similaires, et je disais que, bon, il y a... les choses viennent par l'oreille, etc. Tout d'un coup, l'oreille entend et on écrit avec l'oreille. Mais quand ça va bien, c'est pas l'oreille, c'est pas l'œil, c'est pas le geste, c'est rien. C'est le toucher de la langue. Tout d'un coup, tu sens que tu touches notre langue ou non. Enfin, moi, c'est comme ça. Je sens, si ça va, je sens un rapport tactile, très physique avec des phrases. Et c'est pas tout le temps. Il y a évidemment énormément de jours, de semaines, de mois où c'est la paralysie totale, le contraire, etc. Mais c'est quand ça va, c'est que tu touches la matière même et quelque chose de l'ordre vraiment du toucher. Je ne sais pas comment dire. Mais ça, oui. Enfin, c'est peut-être aussi... Il m'est arrivé un truc assez bizarre. J'ai été atteint par un virus qui m'a déréglé le nerf récurrentiel. Enfin, je ne sais pas ce que c'est un truc, j'ai un nerf qui passe un peu partout, etc. Bon, il y a un virus que j'ai attrapé d'un chaud et froid, physique mais aussi mental, parce que le chaud est physique, parce que c'était un taxi trop climatisé, et mental, parce que j'ai fait un voyage bizarre où je suis allé premièrement au mont Athos, et le lendemain en Macédoine, avec le Kosovo à côté, les tanks, les troupes de la CAFAR. Alors, il y a eu un chaud et froid qui m'a attaqué l'odorat. Un odorat affaibli depuis. Alors, ce qui est très étrange, c'est que remontent maintenant d'autres souvenirs d'enfance. Parce que l'odorat est lié complètement à Proust, les mousses dans les bois, tout ça. L'odorat est lié à la mémoire. Alors, les choses sont moins évoquées par l'odorat. Et tout d'un coup, j'ai des sensations, je me souviens de toucher, de plaintes, de poignées, de trucs quand j'avais 2 ans et demi. Les choses reviennent par les toucher. Donc le toucher est essentiel. Enfin, sentir aussi, je ne sais pas comment dire, avec les acteurs, je leur parle beaucoup de ça, de Nora Krief, une très bonne actrice avec qui j'ai travaillé. Elle a longuement joué l'acte inconnu, oui, c'est ça, oui. Et puis elle a joué 10 fois à l'Odéon, etc. Et puis tout d'un coup, un jour, à Clermont-Ferrand, je lui dis, cette phrase, je ne pouvais pas te critiquer avant, je ne savais pas ce qu'elle est pas, mais là, tout d'un coup, tu as compris que cette phrase, ou plutôt tu l'as saisie comme une truite sous le rocher que tu prends à la main. Tu as compris que les phrases sont des truites à prendre à la main. Donc un toucher du langage, la vie autonome du langage, que le langage n'est pas un instrument dans le fond, c'est une matière mystérieuse que personne ne contient, qui est dans l'air, qui est autour de nous. Voilà. Je ne sais pas comment dire. La langue du Kosovo, la langue du mont Athos, ça t'a aussi apporté quelque chose? Parce que tu es très au Kosovo, orienté j'ai surtout vu des tanks, et puis c'est pas le Kosovo, c'est la Macédoine, et puis j'ai vu l'horloge arrêtée à l'heure du tremblement de terre, etc. Donc le langue de la Macédoine, c'était pas spécialement... Au mont Athos, évidemment, c'est aussi un endroit où la liturgie est évidemment très sensuelle. C'est ça qui était beaucoup perdu dans le christianisme, disons, occidental. Hein. Oui. Que quand même, ils n'ont pas honte du corps, les orthodoxes. Ils ont pas, et d'ailleurs, ils sont pas dualistes. Ils pensent que la matière est sainte. Enfin, voilà, c'est toute une autre façon de voir aussi. Enfin bon, c'est la même religion, mais il n'y a pas ce mépris du corps. Il y a une expression du corps, enfin, dans les églises russes, voilà, oui. Enfin bon, c'était assez dur aussi parce que les moines nous disaient « Are you orthodoxe ?» Alors on disait « Yes, I am ». Enfin bon, je ne sais pas comment essayer de passer la... Et puis, je raconte des choses un peu curieuses. On arrive dans les monastères, il n'y a pas que la mystique. On arrive dans les monastères et ils vous flanquent un bol de pois chiches et qu'il faut manger en 4 minutes parce qu'ils les enlèvent, les bols, et puis il n'y a plus rien à manger. Enfin oui, c'est pas des moines accueillants. C'est un endroit assez dur. C'est un endroit assez... je suis avec mes 2 fils. Là, je sais pas pourquoi je parle de ça. La liturgie, on a entendu un texte où il n'était pas passablement question de liturgie et de prière, au fond. Oui, la liturgie, j'aime bien le mot la liturgie, c'est une action pour le peuple, je crois. C'est voir une action et dedans, dehors, enfin je sais pas, c'est assez... Alors justement, dans le dernier livre que
je parle beaucoup d'un texte de Gogol sur la liturgie. On ne sait pas trop que Gogol a écrit sur la liturgie orthodoxe des pages extraordinaires, des explications. Vraiment, voilà. On peut revenir à des... Oui, oui, mais Isabelle, elle a un contact avec notre langue. On voit ça immédiatement. Je veux dire, il y a quelque chose de vrai dans les sons qui sortent de sa bouche. C'est pas un poète qui vient faire des simagrées pour faire passer quelque chose. Il y a quelque chose, on sort quelque chose de touché. Tu touches quelque chose de notre langue, ça se voit. Et je pensais, parce que souvent je dis que en me caricaturant, je dis que je choisis les acteurs comme les chevaux en leur regardant la mâchoire. C'est-à-dire, il faut avoir une bonne mâchoire. Elle a une très bonne mâchoire. Donc il faut peut-être... C'est aussi ce qu'on regarde chez les esclaves, non? Pour les faire chanter, pour qu'ils chantent. Ah oui, oui, c'est ça, pour voir la santé. Oui. Non, mais je fais pas ça. Mais quand même, j'ai remarqué il faut avoir quand même un peu de résonateur, quoi. Faut pas, si les bouches sont trop cassées. Et souvent, je sais pas si tu vois que les gens qui ont la même voix, c'est parce qu'ils ont les mêmes dents. Vraiment, c'est très curieux. Isabelle, est-ce que tu aimerais réagir à la lecture que tu as entendue de Valère par une... Ouais, moi j'aime toujours les listes. Puis je sais pas très bien pourquoi. J'ai adoré cette liste de tout un tas de choses qui se font sous des arbres. Il y a des tas de trucs qui tous se passent sous des arbres. Puis on les voit tous arriver, puis il se passe des choses étranges, des actions qui sont à la fois anodines, puis en même temps... je sais pas pourquoi, il y a une chose qui me... Ça me fait rentrer dedans. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de la prière, ou de quelque chose comme ça, peut-être, de la répétition du rythme et de même procédés qui font qu'on entre dans un... Ouais, c'est comme si ça permettait d'entrer dans une autre couche du texte, où on n'est plus dehors, on est... Enfin, moi, ça me fait cet effet, ouais. Quelque chose d'un peu litanique, hein, peut-être, comme une sorte de litanie. Oui, mais qui produit quelque chose, qui déclenche quelque chose de... Ouais, comme si à ce moment-là, on entrait dedans, tandis qu'avant, ça pense beaucoup dans ce texte. Et puis, tout à coup, au moment des listes, ça fait appel à autre chose. Moi, ça me permet d'entrer. Oui, c'est un texte où on bascule sans cesse de la réflexion presque à des jeux... Je sais pas, c'est des textes qui viennent d'endroits différents que j'ai concoctés ainsi pour Jean-Jacques. Ah oui. Enfin, pour Jean-Jacques, pour vous, quoi. Parce qu'au début, je voulais lire un seul texte. Hein, oui, vous êtes tous des Jean-Jacques. L'humanité est formée de Jean-Jacques. Hein. Et ces textes sont reliés à Jean-Jacques tels que vous... Je sais pas, non, mais je devais lire complètement autre chose et j'ai changé au dernier moment à Neuchâtel. Je me dis, tiens, il faut que je fasse... Je sais pas comment, je sais pas en quoi. Non, Jean-Jacques, non, si, on peut quand même argumenter. Il y a une phrase de Rousseau que je dis très souvent dans les rencontres. C'est une phrase où il parle de la nouvelle Héloïse et il parle de tel, je ne sais plus si c'est divisé en chapitres ou en quoi, enfin supposons que ce soit en chapitre. C'est des lettres. Oui, en fait, telle partie. Et il dit, Jean-Jacques dit, telle partie de la nouvelle Héloïse est un chef-d'œuvre de diction. C'est-à-dire le moment où quand même l'oral et l'écrit n'étaient pas séparés dans la littérature. Et ils se sont séparés dans le fond tardivement, quoi. Ils se sont séparés, je sais pas, enfin, il faut demander ça à des savants comme toi, enfin, je sais pas, c'est le 19e siècle, la séparation, c'est... Mais oui, je pensais, parce que tu devais nous questionner sur Rousseau. Le Rousseau, c'était important comme découverte de retrouver la musique dans la prose. C'est extraordinaire, les phrases de Rousseau, enfin les sons, le sens des sons, enfin je sais pas comment dire, que les rythmes, les sons font partie de la pensée. C'est pas des ornements. Ouais. Le son, la pensée, elle est rythmique, elle est épanouie dans les syllabes, la pensée est en couleur, enfin je sais pas comment dire. Il faut reprendre conscience de cette charnelléité ou carnativité, je sais pas, de la phrase et de la pensée, et toutes les ruminations obsessionnelles que je mène en ce moment.
c'est pour essayer de penser la pensée comme l'achèvement, l'accomplissement de la respiration. Que la respiration animale préfigure la pensée. C'est une préfiguration de la pensée, parce que la pensée, comme la respiration, brûle quelque chose. Elle détruit quelque chose, et elle détruit les mots. Elle ne les détruit pas, elle ne les casse pas en morceaux, etc. Bon, voilà. Mais c'est l'ardeur, elle met le langage dans un état d'ardeur, et les mots sont renversés, on passe à un autre. J'ai eu cette expérience curieuse avec un écrivain allemand que j'ai entendu à Zurich. Malheureusement, je ne sais plus comment il s'appelle, Basquera m'avait invité. Alors, il lisait en allemand, et puis j'ai fait allemand première langue, alors j'ai essayé dessus, et puis à un moment j'ai renoncé, et j'ai plus qu'écouter l'allemand de son allemand dans ses poèmes. Et j'ai eu l'impression très physique que le langage était comme les coureurs qui courent. Quand j'étais petit, j'habitais à côté du stade de Thonon, les coureurs de course de haies qui renversent les obstacles. Que la pensée renverse les obstacles, elle renverse les mots un à un, paf, paf, et fait disparaître, je sais pas, mettre le corbeau sur un arbre perché. Les mots sont, et je sais pas comment dire, détruits. C'est pas détruit, mais il y a une ardeur. Il y a une ardeur du langage que la pensée doit brûler les mots. Et on doit se défendre des mots par la parole. Donc il y a une opposition entre les mots et la parole. Moi, il y a des langues, justement, chaque langue a ses outils. En français, c'est bien parce qu'il y a parole, mot. Par exemple, en allemand, il y a Wort. Voilà. Alors, au commencement était le mot, c'est pas terrible. Hein, tandis que la parole, et tout le clivage entre les Bibles protestantes ou catholiques, c'est parole ou verbe, etc. C'est très intéressant, ce qui se joue sur des toutes petites choses de traduction. Parole est beau parce qu'il est comme un ruisseau, comme ça. Le mot parole lui-même, je sais pas, on voit de l'eau par terre, on voit une fluidité, quoi. Ouais. Donc retrouver partout la souplesse et la fluidité contre un monde d'idolâtrie, où on se fabrique des idoles avec des mots tout le temps. Donc c'est venir un peu de remettre le langage en mouvement et le revoir aussi, et le théâtre comme, dans le fond, brasier du livre. Au théâtre, brûler les livres. J'avais écrit, parce que j'ai feuilleté les livres de français, puisque c'est la semaine de la langue française, les feuilles de français de mes enfants. J'étais atterré de voir les textes comme le bœuf chez le boucher, avec des flèches, des trucs, la hampe, la cuisse, etc. Les textes arrivaient complètement en leçon d'anatomie. Alors j'ai écrit un texte là-dessus, qui a un titre provoquant, qui s'appelle « Brûler les livres ». C'est pas brûler les livres comme les nazis, mais c'est brûler les livres de votre respiration. Tu prends un livre dans la bibliothèque, tu prends Rousseau ou n'importe qui dans la bibliothèque, Saint-Gréat, tu vas lui donner ton souffle et tu vas le brûler, tu vas l'offrir ou l'offrir à personne si tu lis toute seule, mais il y a quelque chose d'extraordinairement physiologique dans la lecture et l'ardeur du langage et le don de donner. Tu utilises souvent ce terme de fluide pour parler du langage. La fluidité du langage. Oui, fluidité. Et aussi du puits. Oui, aussi, si tu veux. J'ai des théories absurdes, si tu veux, de rapport entre la linguistique et la géologie. Je vois le langage comme une géologie, avec des effondrements, des plis, des surrections, des rivières souterraines, etc. Et souvent, je dis, pour plaisanter, que je pense qu'il n'y a pas deux saussures, qu'il n'y en a qu'un. Horace, Bénédicte et l'autre, que le linguiste et celui du Mont Blanc, c'est le même, parce que c'est le même problème. Ouais. Alors ma femme s'est moquée de moi, elle m'a dit c'est ta théorie des deux paires de chaussures. Enfin, je pense réellement, quand je vois la montagne, là, depuis Neuchâtel, je vois un drame arrêté, je vois le drame géologique. Et que dans notre langue, il y a des mots qui... la langue n'est pas simplement manipulée par les hommes politiques ou les publicitaires ou tout ce qu'on veut, ou les poètes aussi qui manipulent la langue, mais aussi qu'il y a des histoires qui se passent par érosion de la langue elle-même. Tout d'un coup, un mot est entendu à l'envers, il va tomber lui-même, c'est comme le tremblement de terre de Lisbonne, je sais pas quoi, ou l'incendie. Un mot tombe et les bombardiers décollent.
Donc attention au langage partout, quoi. Et que la pratique de la poésie, d'écouter tes textes, de lire Mallarmé, François Villon, etc., c'est très bien, parce que ça permet aussi d'être sensible au langage dans les titres des journaux, dans les discours publicitaires, les politiques. C'est extraordinaire comme aujourd'hui nous sommes sous l'empire du langage, à un point quand même ça n'a jamais été comme ça, je pense. Ouais. Et en France particulièrement, c'est ça que je voulais dire d'abord, puis finalement je n'ai pas fait ça. J'avais écrit dans le vrai sens, un personnage, je venais poser la question, la France est-elle une république langagière? Il y a une république bananière, eh bien on est quand même plus ou moins en république, en Suisse aussi sûrement, mais en France c'est un point intéressant pour qui écrit, parce que la maladie du langage va quand même très loin. Ouais. On soigne les choses par des mots qu'on lance, qui sont valables 3 semaines, ensuite on prend d'autres choses, mais c'est étonnant, et la politique est faite de paroles, c'est très curieux. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Oui. Du coup, j'ai une question qui rebondit sur la dernière remarque par rapport à la langue suisse, où on est peut-être moins, je ne sais pas pour la République langagière, mais en tout cas on est dans un pays où on a toujours eu 3 langues, si pas plus, collées l'une à l'autre. Et si tu avais fait le lien entre ta démarche et puis ces traductions qui sont assez souvent boiteuses, et puis ce que tu fais, ton souci de la langue, ou pas du tout. Tu veux dire entre un état de la langue en Suisse et ce que je pratique? Ouais, et qu'on a tous les jours sous les yeux, on a une brique de lait, on a le mot lait en 3 langues, on prend le train, on a les indications. Bon, je suppose quand même que je ne suis pas faite de rien, que je suis faite de là où je suis née. Enfin, un peu quand même de ce que j'ai entendu, par quoi j'ai été traversée. Ma mère était allemande, mon papa est italien. On a toujours parlé français, donc je sais pas, peut-être que j'essaie aussi un peu de récupérer ce qui m'a échappé. Mais j'ai pas l'impression de faire du suisse. C'est pas la question. Ouais. Enfin, c'est pas ça le but. Et puis c'est pas. Mais effectivement, ici on a l'avantage sûrement d'être traversé par des tas de langues différentes. Ça nous remet chaque fois un peu en déséquilibre. On est chaque fois un petit peu entre deux définitions. Du coup, la République langagière, peut-être que... Bon, elle existe sûrement en Suisse aussi, mais quand on est déséquilibré par les différentes langues, on est un peu chaque fois obligé de les redéfinir. Les mots, ils ont une autre couleur dans chaque langue. Peut-être qu'on leur donne peut-être un peu plus de... On leur regarde un peu leur mouvement. Je sais pas, en tout cas c'est pas une chose qui, moi c'est pas consciemment, mais évidemment qu'il y a un miroir quoi, de ce dans quoi on baigne. Moi j'aimerais vous remercier pour votre énergie dans le cadeau que vous nous avez fait de la lecture de vos textes. Et je me suis demandé, si vous acceptez d'en parler, qu'est-ce que ça provoque en vous de lire vos propres textes? Est-ce que c'est un combat? Est-ce que c'est un apprivoisement? Ou je ne sais pas, ou une jouissance? Ou au contraire une souffrance? Ou tout cela ensemble, je ne sais pas. Et j'ai senti beaucoup d'émotions, Ou est-ce que c'est peut-être pas une bonne question? Pas forcément. Pas forcément. Oui. C'est une mauvaise réponse aussi. Moi, je peux bien en parler. Ah, voilà. Ce soir, pour moi, c'était particulier parce que c'est impressionnant de lire devant vous tous, mais évidemment aussi devant Valère, moi. Entre les premiers poèmes où je sentais que j'étais à l'extérieur et description de cuisine, il y a une très grosse différence pour moi. Il y a des moments où je lis de dedans, puis des moments où je lis de dehors. Donc évidemment que le plaisir, il est... Paradoxalement, j'ai l'impression que je donne le texte quand je vous oublie. Quand vous êtes trop là, j'arrive pas à l'offrir. Ce soir, il y a eu un peu des deux.
Oui, hier, Gérard, oui, sur le... Je ne sais pas si c'est un rapport direct, dans le fond. André Marcon, le travail de l'acteur, c'est différent d'un travail... Bon, il jouait le discours aux animaux, j'étais là tout le temps, de mieux en mieux, ça avançait tout le temps, j'étais ébahi. Et un jour, il fait une lecture, il fait un bond en avant génial. Enfin, je me précipite dans la coulisse. Après, qu'est-ce que tu avais mangé? Qu'est-ce que tu avais écouté? Parce que je voudrais écrire diététique de l'acteur. Ça m'intéresse beaucoup de ce qu'il mange, à quelle heure il mange. Myrto Procopiou mange des bananes, Marcel Maréchal du crabe, etc. Bon, qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as vu ta copine? Est-ce que tu as vu une exposition? Alors, cette représentation était extraordinaire. Il m'a dit, ah bon? Tu crois que ça allait? Et pendant toute la représentation, j'ai pensé qu'il y avait une seule chose, que j'avais oublié de laisser des places pour un copain de Saint-Étienne. J'ai ri comme vous, et ensuite j'ai pensé d'un petit livre d'un Allemand qui s'appelle Erigel, sur le tir à l'arc zen, et il faut arriver à ce que quelque chose tire, pas vous. Il y a un moment où c'est pas la volonté, je sais pas quoi, il faut travailler beaucoup pour qu'il y ait quelque chose qui détruire la volonté, je sais pas comment dire, enfin c'est des mots idiots, mais quelque chose a lieu sans nous à un certain moment, et je sais pas, il y a des choses mystérieuses qui se passent. Par exemple, lorsqu'un acteur comme Marcon est dans un rythme juste, c'est extraordinaire, c'est comme un saxophoniste ou un pianiste, etc. Bon, mais lorsque tout d'un coup 8 acteurs sont justes en même temps, c'est quelque chose de l'ordre du miracle. Et moi j'ai vu ça rarement, mais de temps en temps quand même. Et à ce moment-là, j'ai une image qui vient immédiatement. Ils ont trouvé le temps juste et mis les temps justes ensemble. Non, ils se sont tous ensemble posés sur le temps juste qui était là et que personne n'avait vu. Et j'ai toujours l'idée de mouettes posées sur des vagues. Ils sont posés sur la vague, sur la respiration profonde du texte, sur la vague de notre langue. Ils sont posés justement là-dessus, et c'est quelque chose de l'ordre du miraculeux un peu, ou de la grâce, de quelque chose qui est donné. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer au théâtre les moments de grâce et aussi les moments de perte de grâce, les moments où ça ne va plus, où il y a la chute est perpétuelle aussi chez les artistes. Oui, encore une question? Moi, je n'ai pas une question à poser, c'est de dire que j'étais ravi de tout ce que vous avez dit, et cette façon de dire comme le langage est important en tant que tel. On a passé 2 ans ici à lire Rousseau, à haute voix, à dire Rousseau, etc. Et cette musique nous a complètement emportés, et c'est vrai qu'on ne peut pas la trouver en lisant le texte à voix basse. C'est tout à fait un autre exercice. C'est vraiment, il y a une différence extraordinaire, et il y a beaucoup de gens que j'ai vus, moi, qui découvraient les textes en entendant pour la première fois à haute voix. Donc ça, je crois que c'est une chose très importante aussi qu'on lise les textes comme ça et en pensant que les mots ont une grande valeur. Est-ce que vous avez dit du théâtre? Moi, ça m'a paru magnifique, l'histoire de la truite de Nora Crinier, parce qu'elle l'a retrouvée le lendemain, c'est pas sûr, mais c'est une très belle histoire. Et je pensais à cette anecdote que Camus avait dit à Tatiana Moukine quand elle faisait la nourrice dans le Faulkner. Elle restait 3 heures sans parler et ils ont joué 350 fois. Alors elle était devant la scène et elle disait, mais qu'est-ce que je peux faire pour jouer 350 fois sans rien dire en étant assis devant le public comme ça? Et alors il lui a dit, eh bien tu regardes le 3e balcon et tu attends la baleine de Moby Dick. Ah, pas mal. Et elle m'a dit, je l'ai fait toujours, et ça a toujours marché. C'est la même chose que ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on attend le rythme juste qui est là, et qu'on c'est magnifique ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Je crois qu'on était tous des mouettes sur la vague. C'était vraiment un très beau moment de lecture grâce à vous. Je vous remercie infiniment. Et je vous propose de continuer la soirée à l'étage inférieur. Autour d'un verre.